Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire portant sur la RPA, donc la Robotic Process Automation, qui vont nous être présentés par l'Oiseau Rare, donc des partenaires Jean et Grégoire qui vont vous présenter ça de manière très factuelle et on a eu la chance de dérouler la présentation, ça va être passionnant, c'est sûr, avec Gilles, évidemment, que vous connaissez déjà tous. Moi, je vais juste vous faire une petite introduction sur l'actualité de la commission et du club Innovatio. Donc, j'ai eu la chance de succéder à Guillaume Proust en début d'année pour reprendre la présidence de la commission Innovation. La commission innovation, c'est en moyenne un webinaire par mois, une grande journée d'innovation qu'on organise en fin d'année. Cette année, ce sera fin novembre. Et puis, c'est aussi le club Innovation, donc qui dépend de la commission, mais qui est réservé donc à ses adhérents. L'année dernière, on avait 200 membres à peu près qui échangeaient sur Slack pour ceux qui étaient déjà présents. On va également innover cette année pour faciliter un peu les échanges en créant un groupe WhatsApp, puisqu'on voit que c'est un outil qui est quand même très facile et très maniable et qui facilite les échanges au sein de cette communauté. Ça, ce sera une petite nouveauté donc pour le club. Vous avez une ristourne de 30% si vous adhérez avant le 23 avril au club, puisqu'on a un peu tardé à renouveler des adhésions. Il y avait un changement dans l'outil qui permet de gérer les adhésions. Donc maintenant, c'est ouvert. Vous avez donc encore quelques jours pour avoir profité de cette remise. Le club Innovation, je rappelle que c'est aussi un accès privilégié aux partenaires qui nous encadrent, qui nous ont rejoints donc au sein du club. Il y a BI, notamment Penny Lane, Combo, Dext, iPadZact et Time, donc avec qui vous pouvez avoir des échanges directs donc au sein de cette communauté. Avec eux, on organise aussi des webinaires spécifiques sur des thèmes plutôt dédiés aux outils. Donc, c'est évidemment l'une des particularités du club, c'est d'attaquer plutôt les outils, alors que la commission s'intéresse pas seulement aux outils, mais à nos 4 pôles qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter, les pôles humains, pôles organisationnels, relationnels et technologiques. Ce ne sont pas que des outils, on ne parle pas que des outils au sein de la commission. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à nos deux brillants intervenants, Jean et Grégoire de l'Oiseau Rare, qui vont nous parler très concrètement de ce que c'est que les RPA, puisque c'est un sujet que moi j'ai découvert personnellement il n'y a pas si longtemps. Donc merci d'avance pour ce brillant exposé que vous allez nous faire. Et simplement précisons qu'évidemment, vous pouvez poser des questions qu'on essaiera de traiter soit à la fin, soit au fil de l'eau si ça s'intègre parfaitement dans la présentation. Parfait. Eh ben, merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Gilles, merci à l'ordre de nous recevoir et au Club Innovation. Nous allons essayer de vous présenter pendant ce webinaire qu'est-ce que le RPA, qu'est-ce que la technologie RPA de façon la plus pratique et la plus rationnelle possible. À la fin de ce webinaire, vous aurez potentiellement tous les éléments pour comprendre, expliquer à votre tour ce que c'est que le RPA et même choisir si vous voulez lancer un projet RPA de votre côté. Je lance directement le début. Qu'est-ce qu'on va vous présenter très rapidement qui on est, le cabinet L'Oiseau Rare. Ensuite, on verra vraiment ce que c'est que le RPA et qu'est-ce qu'il y a derrière cet anagramme, Robotic Process Automation. Et après, un troisième point qui sera le RPA et l'expertise comptable. Quel est le potentiel du RPA lorsqu'il peut être utilisé sur des cas d'usage côté expertise comptable ou comptabilité de façon plus large. Chez L'Oiseau Rare, très rapidement, pour vous parler de nous, on a un cabinet d'ingénierie. On travaille maintenant sur le RPA depuis 2017. On a trois fonctions, 3 départements, 3 divisions au sein de L'Oiseau Rare. On a la partie intelligence projet, intelligence technologique, où là, on va travailler sur le système d'information.
et surtout, on est là pour ça, l'intelligence robotique. Nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle UiPath, intelligence robotique, qui est un éditeur de logiciels RPA. Et notre métier, c'est justement de développer des robots et des processus. Et ça, on le fait maintenant depuis 2017. Rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le RPA et à quoi ça sert? Alors, le RPA, c'est avant tout une technologie. On parle d'une technologie logicielle qui a un objectif qui est d'automatiser des tâches qui sont répétitives, chronophages, fastidieuses et qui n'ont pas de valeur ajoutée dans le sens où elles ne sollicitent pas la subjectivité de la personne qui les réalise. Donc, elles peuvent être réalisées de façon automatique. C'est le reflet d'une action humaine. Le reflet d'une action humaine, c'est-à-dire qu'en fait, on assure la reproduction d'un processus qui est réalisé par un être humain, mais le robot va venir se substituer à l'être humain en faisant exactement les mêmes tâches que lui. Donc, pour ça, eh bien, en fait, on a des règles métiers dans tous nos métiers qui sont prédéfinies, que ce soit sur des parties reporting, que ce soit sur des parties déclaratifs, et le robot va venir se substituer ou il va venir recopier l'ensemble de ces tâches. Et le dernier, c'est qu'on parle d'une méthode qui est considérée comme agile, parce qu'en fait, le RPA en tant que technologie va venir s'installer comme une surcouche sur votre système d'information. C'est-à-dire qu'il va utiliser comme l'opérationnel, comme l'être humain, l'ensemble des fonctions qui sont déjà existantes, que ce soit du Excel, que ce soit de la Outlook, que ce soit du SAP, peut-être même du Sage, du Full, du Silae, tous ces éléments-là. Voilà. Donc le RPA est une technologie qui passe d'un environnement à l'autre sans avoir de modification dans votre système existant. J'avance. Je vais vous donner quelques précisions un petit peu sur ce que c'est que le RPA pour bien comprendre ce que c'est et ce que ce n'est pas. Il faut savoir que le RPA, maintenant, c'est une technologie d'automatisation. Et ça fait longtemps qu'on fait de l'automatisation, on en fait depuis le début de l'informatique. Mais on différencie bien le RPA dans le sens où c'est un logiciel informatique. Voilà. Et ce n'est pas un robot qui marche. On ne parle pas ni R2D2, ni de C3PO. On oublie Wall-E. On parle bien d'un robot logiciel. Voilà. Vous verrez aucun automate qui va venir taper sur votre clavier. C'est bien un programme en fait qui va libérer des tâches répétitives et qui va fonctionner en fait sur des macros qui peuvent être transverses et qui sont multi-applicatifs. Donc, si demain vous avez l'habitude d'envoyer 10 mails par jour avec exactement la même information, le robot fera exactement cette tâche-là. Je tiens à insister sur quelque chose aussi, c'est qu'il y a une différence entre l'IA et le RPA. L'intelligence artificielle telle qu'on l'entend aujourd'hui n'est pas encore au point vraiment d'exister complètement. On parle d'intelligence augmentée dans les grands systèmes d'information, mais le RPA est potentiellement une sous-couche, une sous-famille de l'IA, puisque en fait il n'y a pas d'intelligence pure, on ne simule pas de traits d'intelligence humaine. On ne fait que reproduire des actions qui sont manuelles et humaines. Voilà. Alors, pas de raccourci de ce côté-là, le RPA reste une technologie robotique. Je continue à avancer. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres aujourd'hui qui sont assez intéressants, pourquoi est-ce qu'on est amené à utiliser du RPA? C'est qu'entre autres, ça permet de libérer du temps aux utilisateurs. On estime que lorsqu'un RPA est déployé, on va pouvoir, sur les processus qui sont analysés de ce côté-là, on va pouvoir estimer à peu près à 15% de temps libéré. C'est une moyenne sur l'ensemble de tous les processus qui ont été réalisés. Donc après, ça peut être bien sûr challengé en fonction de chaque métier, chaque processus, mais on retrouve à peu près une moyenne de 15%. Qui est-ce qui l'utilise? Aujourd'hui en France, 90% des entreprises du CAC 40 ont déjà lancé une première initiative en RPA. Voilà. Alors ça peut être très simple, ça peut être simplement un simple processus, ou alors il y en a qui sont beaucoup plus avancés et qui ont déjà des flottes de plusieurs milliers de robots qui tournent. Voilà. Je ne citerai pas de nom, c'est pas l'occasion. Mais c'est déjà des choses qui sont déjà lancées et qui sont déjà adoptées. Alors, en France, on est peut-être un petit peu en retard par rapport à nos confrères, à nos collègues américains qui ont déjà lancé cette initiative-là depuis plus d'une dizaine d'années. Nous, sur le marché, ça fait vraiment 5 ans que la technologie commence à être adoptée et utilisée. Beaucoup en Inde aussi. Beaucoup en Inde. Dans l'idée, le RPA est une véritable envolée parce qu'aujourd'hui, alors là, c'est les chiffres du Gartner, qui représentent à peu près, en 2022, on parle d'un chiffre d'affaires qui a été réalisé de 2,1 milliards de dollars. On estime qu'en 2025, il devrait atteindre à peu près les 4.
dans l'ensemble. J'essaie d'avancer vite sur tous ces chiffres pour ne pas tourner sur un discours politique et de vous abreuver de chiffres et de retrouver un petit peu l'aspect pratique de la chose. Alors, on pensait que c'était important de vous présenter un peu les différentes solutions du marché. Il en existe plusieurs. Lorsque vous voulez faire du RPA, vous avez plusieurs solutions de logiciels que vous pouvez utiliser. Nous, tout en haut, on travaille avec UiPath maintenant depuis plus de 5 ans, 6 ans. Vous en avez plusieurs qui sont considérés comme les leaders. Alors, on reconnaît tout de suite des grands noms. Il y a Microsoft, Automation Anywhere, SAP aussi, qui est son propre système, Pegasystem, qui est un très gros éditeur de logiciels, Salesforce, qui est sa propre solution de RPA. Donc, on voit que c'est une technologie qui a été adoptée par les grands éditeurs de logiciels. Après, à chacun de choisir celle avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Aujourd'hui, nous, on recommande UiPath. On considère que ce sont les plus puissants technologiquement et que l'interface au niveau ergonomie est la plus facile, très clairement. Et surtout, ils sont très, très en avance sur tout leur développement. Donc, on les félicite, bravo. Et on espère qu'ils vont continuer. C'est un outil de quelle nationalité? C'est un outil américain? Alors, historiquement, UiPath est un outil européen parce qu'ils sont roumains. Aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de... c'est la plus grosse licorne roumaine, je pense. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de capitaux américains qui sont rentrés chez eux, dont Google, entre autres. Voilà. Je me permets d'avancer sur la prochaine. Je vais laisser la main à Grégoire qui va vous présenter un petit peu la différence. Parce qu'en fait, quand on parle de technologie, on se dit si on a fait de l'automatisation depuis longtemps en système d'information, il faut savoir que la technologie RPA, elle vient changer cette partie automatisation. Et entre autres, on pourrait très bien automatiser tous les processus comme on pourrait le faire avant avec du Python, du Java, ou même du VBA. Et surtout lorsqu'on travaille avec du Excel. Ce qui est intéressant, c'est de comparer en fait comment est-ce qu'on fait entre un script VBA et un script UiPath, sachant que le RPA, pourquoi n'a-t-il pas été utilisé plus tôt? Parce que ça reste une technologie qui est assez jeune. Donc on est encore dans le, quand je dis assez jeune, c'est qu'elle a plus de 10 ans, mais quand on compare à Java, par exemple, qui est née en 1996, c'est une technologie qui reste jeune. Voilà. Je vais laisser la main à Grégoire parce que je ne vais pas le spoiler. Merci Jean. Oui, alors quand on parle de RPA, particulièrement du UiPath, on parle de programmation et de développement informatique. Donc généralement, si on parle de programmation, on pense souvent à des lignes de code de gauche à droite, de haut en bas. Ce à quoi je répondrais, c'est tout à fait vrai. Cependant, depuis quelques années, assez récemment, s'inscrit une nouvelle logique de développement qui s'appelle le low-code, dans lequel on va avoir une représentation un peu plus graphique et plus visuelle du développement. Ça va se faire notamment au travers de ce qu'on appelle des flowcharts et l'utilisation de briques, de boîtes qui sont paramétrables. La différence avec un script classique, c'est qu'on va pouvoir développer plus vite. On peut prendre l'exemple notamment présenté sur la slide, où on a les deux mêmes actions qui sont faites avec à gauche un script VBA et à droite un script UiPath. Donc les actions, c'est simple enregistrement d'un PDF et ensuite un envoi de PDF par mail. En VBA, on a à peu près 20 lignes avec des commentaires pour rendre le script lisible, toutes ces choses-là. Dire 20 minutes, ça peut prendre 20 minutes, certaines personnes pourront me challenger et dire non, moi je suis fort, ça peut prendre 10 minutes, mais on est dans cet ordre de grandeur de temps. Avec un script UiPath, c'est deux boîtes qu'on paramètre, ça prend 2 minutes. Et 2 minutes, pareil, de cette même façon, je peux essayer de challenger. Si on a un peu d'expérience, c'est 15 secondes, allez 30 si on est un peu fatigué. Mais voilà, donc on gagne vraiment un gain de temps de développement et de lisibilité, ce qui permet justement de mettre en place assez rapidement des processus RPA pour automatiser des tâches existantes dans un SI, grosso modo. Tout à fait. On gagne beaucoup de temps en fait, rien que dans la réalisation des projets. Lorsqu'on faisait des projets en pur SI et qu'on devait développer des applications, des automatisations, c'est des projets qui pouvaient prendre entre 6 mois et 1 an. Là, sur les RPA, on va tourner sur des projets qui vont tourner entre 1 mois et 3 mois. Donc, toute la nouvelle technologie de développement par ce système de flowchart nous aide, dans la maintenance du code et dans la maintenance des robots, mais aussi dans leur réalisation. Peut-être même dans la mise à jour, si vous avez des mises à jour à faire par la suite, pour revenir dessus, c'est peut-être plus simple aussi à gérer, sans doute. Exactement, tout à fait. Tout ce que dans maintenance, je mettais entre autres mise à jour.
mise à jour des processus, sachant que vous pouvez, un robot peut être mis à jour pour plusieurs raisons, hein. On va le voir un peu après, mais en effet, vu que faut pas oublier que votre robot travaille uniquement sur votre système d'information. Donc, il va solliciter l'ensemble des applicatifs et des applications que vous utilisez dans votre métier. Donc, si vous utilisez, je vous donne un exemple assez simple, vous utilisez Google Chrome tous les jours et que demain, vous désinstallez Google Chrome pour repasser sur Edge, ce serait un petit peu bizarre, mais vous pourriez le faire, ça veut dire que vous devez modifier votre robot. Voilà. Si vous devez modifier votre robot, vous devez modifier son code, comme si vous deviez modifier une application. Et là, en fait, on va faire justement la modification. Ce qui est plus simple de le faire avec notre système de flowchart. Pour rentrer un peu dans le détail, alors là, normalement, vous devez voir une page avec une vidéo. On va vous présenter un use case avec une vidéo et on va vous le commenter au fur et à mesure sur un robot qui fonctionne. Et là, on est sur un robot qui est côté ressources humaines. Alors, je vous le lance tout de suite. C'est un robot, en fait, qui s'occupe de faire l'automatisation d'un processus RPA pour l'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc, dans toute société, on est amené à intégrer des nouveaux collaborateurs qui vont rentrer. Donc, c'est un processus qu'on appelle le onboarding. Donc, dans ce cas-là, le nouveau collaborateur qui vient nous rejoindre s'appelle Nono le robot. On lui a donné un nom. Et on va lui créer, en fait, tous les outils dont il va avoir besoin pour rentrer et travailler au sein de la société. Sa partie messagerie, les mailing lists auxquels il doit avoir accès. Nous, on a un outil Slack, c'est un robot qui tourne chez nous. Voilà. Donc, on lance le robot. C'est la seule partie qu'on doit remplir manuellement. On va rentrer juste des informations du nouvel arrivant qui vont fonctionner comme un questionnaire. Et derrière, ces informations-là seront récupérées par le robot qui va fonctionner et le robot va se lancer. Donc là, on voit qu'il rentre sur OVH, sur la messagerie. Il va se connecter directement sur le portail d'OVH. Il va lui créer une adresse mail. Il va utiliser le prénom et le nom qu'on a fourni dans le questionnaire au début. Il va lui générer un mot de passe aléatoirement. Donc là, le robot est ralenti. Il vient de lui créer son adresse mail. Il lui est ralenti par rapport pour que nous, on puisse le suivre. Sinon, il travaille beaucoup plus vite. Il va l'inscrire à toutes les mailing lists dont il va avoir besoin, les différents groupes, pour pouvoir communiquer avec ses collègues et les listes de diffusion. Il se connecte à l'adresse mail sur son compte directement. Et au fur et à mesure, vous voyez un petit fichier Excel qui vient de s'afficher. C'est le processus, en fait, que le robot va venir valider et remplir comme une checklist pour dire j'ai bien réalisé cette tâche, de façon à ce que l'opérationnel derrière humain puisse vérifier. En parallèle, là, il vient de créer ses accès sur Slack. Le Slack de l'entreprise, il lui a créé un compte. Il va envoyer une invitation, pareil. Là, on va rentrer sur la partie mutuelle. Donc, nous, on utilise Alan en termes de mutuelle. Ça pourrait être Malakoff Médéric, ça pourrait être FGEN, il y en a plein d'autres. Mais il va lui créer directement son compte à partir des informations. Il va faire la même chose pour sa carte ticket restaurant sur la partie launcher. Donc, il initie une nouvelle demande de carte. Il ajoute les bénéficiaires. Il remplit, on voit qu'il passe de fenêtre en fenêtre et qu'il valide chacune des fenêtres. Alors nous, on a un applicatif qui s'appelle WikiRPA chez nous et qui est une base de données de tous nos processus, de tout notre savoir-faire sur RPA. Il vient de lui créer un compte d'accès. Tout a été créé, il envoie un mail de confirmation et il envoie le reporting au responsable RH. Ce reporting est envoyé, ce qui permet au responsable RH de se connecter et de vérifier qu'est-ce qu'il doit valider lui en dernier. Et tout le processus de onboarding a été réalisé avec quelques dernières tâches à valider manuellement qui sont laissées à la main du responsable. Alors, voilà. Jean, on a eu beaucoup de réactions sur le chat par rapport à cette vidéo. Ouais. On a Julien qui a mis que c'était incroyable avec un point d'exclamation. Donc, cette vidéo l'a vraiment bluffé. Après, il y a deux questions très pratiques. Je me permets de les poser là puisqu'elles concernent la vidéo. Ouais, il y a Virginie qui demande lors du lancement du robot, est-ce que tous les écrans défilent automatiquement? Les différents écrans que tu viens de montrer entre OVH, etc.
Alors, en fait, ça, c'est un choix. Normalement, non. Nous, on a fait défiler les écrans pour justement les présenter. Mais normalement, le robot travaille en off. C'est-à-dire qu'en fait, il va travailler sur votre ordinateur, mais vous n'allez pas le voir. Vous pouvez décider de surveiller ce que fait le robot et faire défiler tous les écrans au fur et à mesure en disant je veux voir ce qu'il fait. Mais en fait, normalement, non, il travaille vraiment en back-office et vous allez pouvoir continuer à travailler sur votre PC sans problème. Voilà. Mais ça devient un peu fascinant de voir travailler le robot. Donc, en effet, parfois, les gens veulent voir. Voilà, c'est pour que ce soit plus vendeur que tu l'as mis à l'écran, mais c'est pas indispensable. Non, pas du tout, absolument. Et donc, il y a Claire qui demande comment le robot se connecte aux différents sites. Sites Je peux prendre la internet. question. Ouais, vas-y. Je peux prendre la question. J'ai pas le monopole, vas-y, un compte. Dans le RPA, où effectivement, on peut avoir des besoins de connecter applicatifs et je pense que la question est liée notamment aux identifiants. Comment sont-ils récupérés? Comment sont-ils accédés? Alors là, ça va dépendre de votre politique de sécurité. C'est-à-dire que soit on peut fournir au RPA des identifiants d'un compte d'un utilisateur, collaborateur humain, ou soit on peut créer un compte spécifique. Ça va dépendre des politiques de gestion de sécurité de l'entreprise. Et par contre, il faut stocker ces mots de passe. Ces mots de passe peuvent être stockés de manière sécurisée au travers de. Alors, vous pouvez utiliser des outils qui sont propres hors RPA, mais qui sont propres, par exemple, à Windows. Il y a un outil de coffre-fort géré dans Windows, qui s'appelle le Windows Credential Manager, qui permet de sécuriser les accès aux mots de passe et le robot peut y accéder. Ou vous avez aussi un autre système qui est proposé par UiPath, si vous utilisez la technologie GFL, bien sûr, qui est associé à ce qu'on appelle un orchestrateur. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a une gestion de base de mots de passe stockés, scriptés, sécurisés. Et le robot peut y accéder et seul lui peut y accéder. Et après, on peut les mettre à jour de manière régulière, etc. J'espère que ça répond à la question. Ouais, tout à fait. Un peu sur le même sujet, il y a Gaël qui demande est-ce que ça oblige à créer des comptes administrateurs sur chaque application pour le robot RPA afin de limiter l'accès à la création des comptes? Gaël nous dit qu'elle a la réponse, donc en fait, tu as dû répondre. Tu as dû répondre dans la réponse précédente. Et il y a Julien qui pose une question très pratico-pratique. Il demande comment ça se passe pour les outils à double authentification, par exemple avec réception d'un SMS ou d'un email. Alors ça, on peut rentrer parfois dans des situations un peu compliquées. Par SMS, c'est compliqué parce que le robot n'a pas de SMS. Par contre, par mail, c'est possible. C'est-à-dire que le robot peut être associé à une adresse mail et peut interagir de manière très, très simple avec Outlook. Il peut attendre une réception de mail. Le robot peut avoir une gestion d'attente de certains, on va dire, ce qu'on appelle triggers. Il va attendre un certain temps jusqu'à ce qu'un mail arrive. Derrière, on aura forcément une gestion d'erreur. On va définir un temps d'attente. Si c'est plus de 10 minutes, le robot dira attention, il y a un problème, ce genre de choses. Mais on peut avoir ce genre de système. Pour les SMS, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que là, pour le coup, ce sont des doubles authentifications qui sont pensées et voulues pour qu'il n'y ait pas justement de robot. Mais par mail, c'est tout à fait possible. On l'a déjà fait. Ça marche. Une dernière peut-être question. Alors, il y a Valérie qui nous écrit que c'est super inspirant et qu'elle a déjà plein d'idées. Donc, ça, c'est génial. C'est pas une question, mais c'est génial. Ces opérations sont lancées à partir d'un poste informatique, point d'interrogation. Comment on lance le robot? Je pense que c'est ça la question. En fait. Vous avez plusieurs méthodes de lancement. On va avoir des robots qu'on va appeler attended et des robots qu'on va appeler unattended. Ah oui, là, tu pars directement. Ah oui. D'accord, ok, très bien. Je vais rentrer très précisément. Non, mais j'utilise le jargon parce que c'est des termes. En fait, vous aurez des robots, ce qu'on appelle attended, c'est des robots qui sont sur votre machine, sur votre PC. Oui, sur votre PC, et vous allez installer un petit exécuteur, un petit programme très léger, et vous allez cliquer sur Play, grosso modo, et le robot va se lancer sur votre PC, et là, il travaillera en face de vous sur vos écrans. Il y a toujours des possibilités d'avoir, effectivement, comme en parlait Jean juste avant, d'exécuter en arrière-plan. Après, vous avez des robots qui peuvent être exécutés, le jargon que j'utilisais, unattended, donc qu'on va pouvoir lancer, alors là on va être un peu plus technique, mais qu'on va lancer sur des serveurs
en arrière-plan, vont simuler des machines, mais sur lesquelles l'utilisateur n'a pas accès, seul le robot y a accès. Ce qui permet d'avoir un robot qui tourne tout seul de son côté sans interférer avec vos traitements. Mais il va toujours s'exécuter effectivement sur un poste. Il faut un poste qui soit virtuel ou qui soit physique, comme vous avez votre ordinateur. Ça marche. Il y a une dernière question et après je vous propose qu'on avance un peu pour tenir le timing. Il y a Xavier qui demande est-ce qu'on a montré une première fois la tâche au robot pour qu'il recopie notre manipulation, ou est-ce que le robot s'est créé un compte mail sur OVH parce que d'autres, donc j'imagine d'autres entreprises auraient déjà fait cette manipulation avec le robot? Alors, en fait, si je comprends la question de Xavier, est-ce qu'on entraîne le robot à faire avec un système non, en fait, peut-être que je vais répondre à côté, hein, mais il ne faut pas hésiter à me redresser si c'est le cas. En soi, lorsqu'on se dit très bien, je veux installer un robot parce que je trouve que la technologie est intéressante, mais parce qu'en fait, j'ai un processus qui prend du temps à mes équipes, qui n'a aucune plus-value intellectuelle, j'ai pas besoin de subjectivité dans le processus, il est connu, il est maîtrisé, il est régulier, et en plus, il est vraiment chronophage. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on va faire une partie d'analyse, pour répondre à Xavier, on fait une partie d'analyse où on va noter l'ensemble de toutes les tâches qui sont réalisées. Et là, derrière, toute cette partie d'analyse, on va la transformer en code de ce côté-là, et on va créer le robot à partir de ce code-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de système d'entraînement du robot, c'est vraiment les parties les développeurs qui vont créer en fait tout ce flowchart et toutes les prises de décision. C'est-à-dire que s'il y a 50 conditions lorsqu'on arrive par exemple sur une analyse d'un fichier en disant normalement si il fallait envoyer ce fichier-là à Paul, s'il fait moins de 2 et si le fichier fait plus 3, il va falloir l'envoyer à Pierre. Donc en fait, on peut faire plein de conditions avec notre robot. On vient copier cette partie-là. Mais le processus est maîtrisé et ce ne sont que des règles qui sont standardisées. Voilà. Xavier te dit merci. Xavier a compris ta réponse et il en est extrêmement satisfait. Je vous propose Ouais, vas-y, excuse-moi. Très rapidement, sans rentrer dans les détails, est-ce que c'est un peu la différence entre le low-code et le no-code? Le no-code, on ferait une démonstration en direct du process et il serait enregistré, et le low-code, il faut coder. Est-ce que c'est un peu ça la différence entre les deux dénominations, ou je suis à côté de la plaque? Non, je peux pas te dire, Cyril, parce que je dirais que non, en fait, la perception du low-code et du no-code, le no-code ne fait absolument appel à aucun code, vraiment, aucune ligne de script. Voilà. Que ce soit Zapier, que ce soit Bubble, Data, j'ai oublié son nom, Airtable. Voilà, tous ces outils-là de no-code, vous n'avez pas besoin de faire de script, de langage. Dans le low-code, vous avez une partie avec un système de flowchart. En revanche, à un moment ou à un autre, nous, il va falloir qu'on fasse du code. Voilà. C'est pour ça que c'est là où c'est la différence. Est-ce que je poursuis? Dites-moi. Ouais. Oui, poursuis, parce qu'il est déjà à la demi, donc et j'ai répondu à quelques questions en direct, donc vas-y, tu peux. Très bien. Y aller. Alors, normalement, on est sur, si tout le monde voit bien, on est sur la partie avantages et gains d'utilisation du RPA. Alors, il y a 4 gains sur la partie RPA, 4 gains qui sont recherchés par les entreprises, par les sociétés, les cabinets, lorsqu'ils en installent. Le premier gain auquel on pense tous, et qui vous a semblé assez évident au moment où on a commencé à vous présenter le robot, c'est très bien, c'est le gain de temps, le gain ETP. C'est en effet vrai, c'est-à-dire que si on libère du temps de travail pour nos collaborateurs, ça leur permet de se concentrer sur d'autres tâches. Donc tout ce qui était chronophage et qui n'avait pas de plus-value intellectuelle, et à partir de ce moment-là, en fait, on va libérer du temps à nos collaborateurs pour qu'ils puissent se concentrer sur d'autres choses qui ont une plus forte valeur ajoutée, ce qui nous permet de faire une meilleure allocation de ressources, d'améliorer aussi la partie qualité de vie au travail, très clairement, parce que tout ce qui est chronophage, ça n'amuse personne, et on préférait se concentrer sur des choses qui nous font plaisir.
Et c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs. Ça, c'est le premier gain. Donc, c'est le gain de temps, c'est le gain de force, de capacité de travail, de force de travail. Le deuxième gain, c'est la gestion d'erreurs. Alors, la gestion d'erreurs, c'est celui qui arrive en deuxième parce que, très simplement, le robot, lui, ne fait pas d'erreur. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les conditions qu'on lui a mis dans son code et il va les réaliser. Mais à un moment, si le processus rencontre un défaut dans le processus, eh bien, il va s'arrêter. Et il va le déclarer à l'opérationnel en disant « je ne peux pas travailler ». Ça ne correspond pas à mon processus. Contrairement en fait à un être humain qui, lui, et malheureusement, nous ne sommes qu'humains, hein, nous pouvons faire des erreurs. On peut faire des erreurs d'interprétation, des erreurs intentionnelles, ça peut être malveillant. On peut faire des erreurs d'inattention, on peut faire des erreurs de fatigue, on peut faire plein d'erreurs. Le coût d'une erreur, c'est parfois ce qui coûte très cher. C'est que lorsqu'on réalise une erreur dans un processus, il faut chercher la source de l'erreur, se rendre compte qu'on a fait une erreur, trouver une solution. Si on a N+1, N+2, soumettre cette validation la solution de cette validation, pardon. Et ensuite, il va falloir mettre en place le patch pour résoudre l'erreur. Donc en fait, vous avez toute une chaîne qui va remonter et vous avez tout un temps qui va être utilisé en fait quand vous réalisez une erreur sur un processus. Si c'est un virement, ça devient très compliqué. Si c'est une erreur comptable, ça peut être encore aussi très compliqué. Voilà. Et dans notre métier en informatique, si vous faites une erreur de code et que vous faites une mauvaise mise en production, il faut faire un scénario de rollback et c'est tout aussi compliqué. Vous avez un gain de gestion d'erreur, on en parle, il est un peu moindre, c'est l'amélioration qualité du reporting. Vous avez une visibilité qui est beaucoup plus facile lorsque vous travaillez avec un robot, parce que tout est documenté et tout est suivi, et toutes les tâches sont enregistrées. Donc vous pouvez retrouver très facilement ce qui a été effectué. Le troisième, c'est le gain de productivité. Le gain de productivité, alors, vous me direz, c'est quoi le lien entre, est-ce que c'est pas la même chose que le gain ETP? Non, c'est pas la même chose dans le sens où le robot travaille plus vite que l'être humain. Donc, dans un système de robotique, c'est-à-dire que notre robot, lui, ne prend pas de vacances, ne dort pas non plus. Donc, vous pouvez le faire travailler la nuit et toute l'année. Donc, vous avez forcément un gain de productivité lorsqu'on le met en comparatif, mais surtout, en fait, il va augmenter votre volume traité. Donc, si j'avais un tableau d'analyse que je devais réaliser, par exemple, sur des traders qui ont besoin d'analyse en permanence, sur des analyses de marché, s'il était réalisé par un être humain, eh ben, ça va prendre un certain temps de comparer l'ensemble, même s'il respecte un processus qui est bien réglé. Il va pouvoir peut-être réaliser le tableau d'analyse en 4 heures. Le robot va travailler beaucoup plus vite. Il va pouvoir sortir beaucoup plus de tableaux. Et donc, aider à la décision du trader. Voilà. C'est pour vraiment simplifier l'exemple de productivité. Et le gain en conformité, qui est le dernier, lorsqu'on est sur des fonctions, sur des métiers qui demandent énormément de rigueur parce qu'on travaille avec de la donnée et qui demandent de respecter tout un environnement juridique, voilà, et on a une harmonisation en fait, qui vient s'installer lorsqu'on installe du RPA ou de la robotique, parce que ça oblige l'ensemble des collaborateurs qui participent à un processus à respecter le process. Parce que sinon, le robot va s'arrêter ou déclarer que le processus en fait ne fonctionne plus tel qu'il a été imaginé. Donc, ça oblige toute l'organisation à fonctionner de la même façon et à respecter les délais de déclaratif. Si c'est par exemple un déclaratif de TVA, vous ne pouvez plus avoir de passe droit pour passer juste au temps donné si vous avez décidé qu'il fallait bien déclarer 48 heures avant, par exemple. Voilà. Autre avantage au gain en conformité, c'est que vous avez toute la traçabilité et l'audibilité, de tout votre robot. Ça, c'est les quatre grands gains. Après, quand vous choisissez un robot, vous pouvez choisir quel gain vous intéresse. Pourquoi est-ce que vous décidez de mettre un robot? C'est à chacun de décider au sein de son organisation en disant moi, ce qui m'intéresse sur ce processus-là, c'est vraiment un gain en gestion d'erreur, ou alors ça va être un gain en conformité, ou parfois ça peut être juste je veux vraiment soulager mes équipes. J'aurai peut-être pas de gain de temps ou de gain financier, mais une véritable amélioration de la qualité de vie au travail. Et ça, c'est aussi des sujets qui reviennent de plus en plus chez nos clients en disant j'ai pas d'autre gain que la QVT sur ce robot-là. Alors il y a des limites. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on vous présente une technologie, on ne vous présente pas un outil magique non plus. Il y a aussi des limites. On ne peut pas tout faire avec le RPA. Il y a des limites. Alors il y en a trois. Il y a trois grandes limites qu'on aimerait que vous reteniez en vous disant ok très bien, est-ce que c'est possible ou pas? La première, c'est que dans la première limite, c'est que pour rappel, en effet, le RPA, c'est une surcouche de votre système d'information.
Donc, il n'y a pas de modification à faire sur vos serveurs, sur vos paramétrages. Voilà, c'est pas un logiciel invasif. En revanche, il est sensible aux évolutions forcément des applications. C'est-à-dire que, dans l'exemple que je donnais préalable sur le changement entre Chrome et Edge, bah demain, si vous avez une évolution, que votre robot tourne avec du SAP et que SAP fait un changement de version et fait une évolution pour passer de 2.1 à 2.2, bah vous allez avoir forcément des modifications sur SAP et donc il va falloir modifier votre robot. Voilà. Le deuxième, c'est que votre robot travaille avec ce qui est déjà existant. Donc, les performances du robot dépendent des performances des applications qui sont utilisées. Si vous avez des applications qui sont assez lentes parce qu'elles sont, il ne pourra pas les faire travailler plus vite. Donc, si vous voyez sur quelque chose qui tourne sur votre écran avec marqué buffering, voilà, ça, il ne pourra pas le modifier. Le robot prendra autant de temps que l'application pourra lui répondre rapidement. L'organisation. En organisation, un robot, ça se surveille. Ça reste un asset qu'il faut surveiller et manager. Parce que votre robot, il peut se dire très bien, le processus a été marqué comme ça, de telle façon, il peut décider de s'arrêter. Donc, on a un suivi régulier de son exécution et des résultats que le robot fournit. Voilà. Et quand on veut faire un robot, c'est très important, et ça je tiens à le mentionner, on a besoin des experts métiers. Les ingénieurs qui vont développer votre robot ne dépendent que des experts métiers qui le réalisent. Donc, il faut que les gens soient disponibles pour expliquer exactement ce que doit faire le robot. Si vous n'avez pas d'expert métier en face et que vous avez juste quelque chose d'écrit, que vous pensez, voilà, votre processus ne sera pas éligible. Et ça me fait mon lien sur l'éligibilité. Voilà, c'était tout à fait préparé cette partie-là. Je viens de me rendre compte. Sur l'éligibilité, c'est la dernière limite. Vos données doivent être structurées. Elles sont des règles qui sont prédictives et votre processus il doit être régulier et maîtrisé. Si votre processus change toutes les semaines, votre robot ne sera pas pertinent. Il ne va pas pouvoir travailler. Voilà. 3 grandes limites. Donc, la technologie est utilisable. Plein de sujets. Il faut juste se souvenir qu'on ne peut pas l'utiliser pour tout. Allez, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le potentiel du RPA au sein de l'expertise comptable? Alors, c'est pas à nous de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le métier d'expert comptable, mais on s'était dit que c'était important pour nous de quand même de bien comprendre qu'est-ce que c'était avant de vous continuer à vous parler de RPA et de son potentiel. Alors, le métier d'un expert comptable, c'est bien sûr tout ce qui est accompagnement de ses clients. Et pour être client d'expert comptable, vous êtes très souvent notre premier appel en tant qu'entrepreneur, directeur de société, associé dans mon cas. Quand j'ai un souci qui soit juridique, en gestion, en accompagnement, en investissement, vous êtes le premier appel. Vous avez tout un savoir-faire sur lequel vous guidez l'ensemble de vos clients. Tout ce qui va être automatisation des tâches répétitives chronophages, qui va pouvoir vous libérer du temps justement pour délivrer ce savoir-faire, et ben c'est là en fait où potentiellement vous pouvez vous dire ça m'intéresse de me libérer du temps pour pouvoir en passer plus avec moi ou avec mes homologues. Les critères d'éligibilité, je vous laisse la main. Je vais en parler un petit peu. Donc là, généralement, effectivement, Jean a commencé à en parler au niveau des limites, c'est que quand on va vouloir lancer un projet d'automatisation, quel qu'il soit, en RPA, on va d'abord se définir est-ce que ce projet est éligible, c'est-à-dire est-ce qu'il est faisable. C'est-à-dire, parfois, il y a des projets qui ne le sont pas. Pour ça, on va observer plusieurs éléments et on va les juger. Certains éléments vont être indispensables et il faudra les respecter. D'autres, selon les projets, un peu plus négociés. Parmi les éléments vraiment impératifs, le premier, alors on l'avait évoqué au début, je vais aller un peu plus loin, mais c'est le processus doit être régulier et maîtrisé. Le processus, en effet, quand on dit régulier, c'est qu'il doit être stable, c'est-à-dire qu'il ne varie pas tous les jours. Le lundi, c'est comme ça, le mardi, c'est une autre manière, le mercredi, c'est encore une autre manière. Non, là, c'est plus un robot, c'est un robot différent chaque jour. Donc là, on est sur plusieurs projets. Doit être maîtrisé, puisque, effectivement, les développeurs dépendent de la connaissance de l'expert métier qui va devoir communiquer tout le processus
qu'il fait. Et quand on dit communiquer, c'est-à-dire au clic près. Donc, il va falloir qu'il décrive ce qu'il fait, que le développeur interprète ce que fait l'expert métier et le traduise en langage informatique. Et parfois, ils disent, attention, peut-être qu'il y a un chemin un peu différent. Donc ça, c'est indispensable. Un autre critère impératif, c'est les variations dans le processus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait pas vraiment de variations. C'est-à-dire que le processus doit être cadré et correctement défini. Ce qu'on va appeler en fait des macro-scénarios. Si plusieurs macro-scénarios se dessinent, c'est-à-dire que vous avez, selon le premier, un traitement, il fait de cette manière. Par exemple, un traitement de facture, on va prendre un exemple. La facture A, une facture 1, il doit traiter de cette manière, la facture 2 d'une autre manière, la facture 3 d'une autre manière. Là, on n'est pas sur un processus stable et voilà, il va varier énormément. Donc ça, on va éviter. Troisième critère, on va essayer d'automatiser des tâches qui sont manuelles et sujettes à l'erreur humaine. Donc ça, on en parlait, ça s'inscrit dans les gains qu'on évoquait plus haut. Et bien sûr, il faut des règles prédictives et normalisées. Le RPA n'est pas une IA, pas encore. C'est vrai que ça commence à venir. Ne vaut rien. Mais attends. C'est vrai que là, je spoil un petit peu. Mais pour l'instant, l'RPA et l'IA sont deux technologies différentes qui peuvent parfois communiquer entre elles, mais qui sont deux technologies différentes. Donc, le RPA aujourd'hui ne s'inscrit pas vraiment dans des choses qui demandent une interprétation humaine. Après, on a des éléments un peu plus variables, mais qu'on va essayer de respecter au maximum. C'est-à-dire que votre processus métier, on va éviter qu'il doit évoluer à court terme. C'est-à-dire que vous savez que dans 3 mois, votre processus métier va changer totalement. Est-ce que du coup, c'est intéressant d'automatiser à ce jour? Peut-être plutôt attendre que le processus métier a évolué pour faire un robot qui durera plus longtemps dans le temps. Après, il peut y avoir des notions d'urgence, de choses. Ça peut arriver. Le type d'intrant électronique, c'est-à-dire les données qu'on va fournir au robot pour qu'il puisse les traiter, doivent être lisibles et standards, doivent être normés et pouvoir être interprétés par un programme informatique. Et bien sûr, le RPA, on va éviter qu'il implique un changement dans l'architecture technique existante de votre système d'information. Le RPA, un des avantages du RPA qu'on a évoqué, c'est qu'il va se mettre en surcouche sur votre SI qui existe. Il ne va pas impliquer demander des changements d'architecture technique. Si vous avez un projet d'automatisation qui implique il va falloir refonder tel applicatif, un peu le modifier pour qu'il se prête au RPA, ça peut être un élément qui va complexifier votre processus, voire le rendre inéligible et infaisable. Voilà, donc tous ces critères-là sont des critères qu'on va utiliser pour juger l'éligibilité d'un projet et partir sur un go ou un no-go de ce projet. Pour vous donner, en fait, s'il y a quelque chose à retenir, en fait, vous avez 4 éléments qui sont impératifs, d'accord? Vous en avez 3 qui sont variables. Les 3 qui sont variables ne dépendent que de la personne qui souhaite automatiser son processus, c'est-à-dire qu'elle se dit, c'est à elle de choisir, simplement, ça va entraîner un coût supplémentaire dans le développement du processus. C'est ça qu'il faut retenir. Quand vous respectez l'ensemble de cet élément, vous allez respecter un projet RPA classique ou que vous aurez cadré. Pour vous donner un exemple de projet auquel on avait dit on a fait un no-go par exemple, typiquement on a eu un projet sur une automatisation, un processus sur de la saisie de contrats. Des contrats, il y avait à peu près 5000 contrats à saisir par mois. Simplement, donc, ces contrats étaient des contrats qui étaient scannés. Donc là, jusque-là, c'est tout à fait quelque chose de possible, puisque c'est des contrats qui sont scannés. Donc là, on peut utiliser une solution le robot va utiliser une solution d'OCR pour récupérer les informations dedans. Il fallait récupérer la date, le nom des personnes qui avaient signé le contrat pour les rentrer dans un logiciel d'une base de données CRM qui pouvait ensuite créer un système de facture. La problématique, en fait, c'est le premier intrant, qui est le contrat. Si les contrats sont tous exactement similaires sur les 5000, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de saut de page entre les paragraphes sur cette partie-là, là, vous allez pouvoir travailler. Si vous avez des contrats qui sont différents, là, ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué au niveau du robot. Encore, c'est possible, mais c'est très compliqué. Là où on a dû faire le no-go, c'est tout simplement que en fait, les noms étaient inscrits à la main, puisqu'on est sur des contrats qui sont signés. Voilà, les noms étaient inscrits à la main par la personne qui signait et qui remplissait son nom. Et donc, à ce moment-là, en fait,
c'est la limite du robot. On est sur un intrant qui n'est plus purement électronique, puisqu'on a une écriture manuscrite. Et donc là, en fait, on va dire no go. Voilà pour vous donner un petit exemple. Je suis désolé si j'ai créé des déceptions au sein de nos interlocuteurs. Je suis obligé de donner les limites. Tout n'est pas magique. Quelques cas d'usage RPA. Je trouve que c'est important. On vous en a mis, là, on en a choisi 8. On ne va pas tous les passer. L'idée, c'est de. Là, on a choisi forcément, au vu de notre auditoire, on a pris plutôt des cas d'usage qui sont finance, comptabilité, audit, gestion. Vous en avez plusieurs. L'idée, c'était de vous donner quelques idées, justement, pour se dire, bah, tiens, ça c'est intéressant, est-ce que je pourrais l'utiliser, comment je pourrais l'utiliser? Et on va rentrer dans 3. On va rentrer dans 3 avec les détails, on va vous les expliquer et vous donner plus de détails. Donc là, il y a de la provision de factures, de l'analyse d'écart, de l'extraction de paye, de la mise à jour de dossiers clients, de la collecte de relevés bancaires aussi, de l'extraction d'immobilisation en cours. Tout ça sont des use cases, des cas d'usage qu'on a déjà développés, déjà réalisés préalablement. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on a une création de catalogue en cours. Là, on en a plus d'une cinquantaine, de façon à donner des idées aux gens s'ils disent est-ce que c'est possible ou pas. Et là, je vais vous parler d'extraction et d'analyse des écarts comptables. Donc, je vais vous raconter un peu ce processus-là, qui est un processus qui a été automatisé. Donc là, on parle plutôt de comptabilité intragroupe, parce que l'objectif, c'était la consolidation comptable pour neutraliser en fait les opérations qui étaient exécutées entre différentes entités. Donc, le but était de regrouper les différents comptes de sociétés mères et des filiales afin de présenter un bilan et un compte de résultat qui est juste pour refléter la santé financière en fait du groupe de la maison mère. Donc on avait plus d'une dizaine de filiales et si vous voulez, c'était un bilan comptable qui était net. Et pour ça, il fallait neutraliser toutes les facturations entre les différentes filiales. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait un robot qui va venir contrôler cette neutralisation et qui était réalisé à la base par le service de comptabilité transverse. Donc, je vais rentrer encore un peu plus dans le détail pour vous dire exactement ce qu'a fait le robot, mais on a un gain ETP qui était considéré à 0,28 parce qu'on l'a fait sur un tout petit, déjà déployé en fait sur un tout petit service. Et ensuite, le gain ETP peut être démultiplié en fonction de l'utilisation du robot qui était faite par la société. Donc là, on vous a présenté le petit gain. La faisabilité était très haute parce qu'on travaillait avec des logiciels qui sont SAP, Business Object, Excel, Microsoft Outlook pour l'envoi de rapports, pour l'envoi de mails. Donc, on est toujours en surcouche et on travaillait avec des données qui étaient maîtrisées, qui étaient simples et surtout qui étaient récurrentes. Donc, on a une complexité qui est simple. Et le temps de fabrication de ce robot-là, ça a été 5 semaines. En Amérique, c'est 2,5 semaines, mais 5 semaines. Il y a une coquille sur cette slide. Elle est belle. Tout ne pouvait pas être parfaitement réalisé. Ce slide n'a pas été réalisé par un robot, d'ailleurs. Voilà. Pour rentrer un peu plus dans le détail, il a été réalisé sans doute par moi. Pour chaque filiale, en fait, très clairement, on a voulu neutraliser, en fait, la comptabilité voulait neutraliser justement toutes ces interfacturations entre filiales. Donc, les provisions comptables qui étaient en liaison avec les autres filiales, c'était extrait depuis SAP. Cette extraction comprenait les postes non soldés au jour de la clôture sur les comptes de bilan de classe 4 et tous les postes pour l'année en cours sur les comptes de charge de classe 6. Voilà. Alors, c'est pas mon métier, hein, mais il a fallu faut bien comprendre que quand on fait du RPA, il faut qu'on comprenne bien les processus qui nous sont confiés. Mais je peux le reformuler en une phrase pour que les confrères soient bien. Voilà, en fait, c'est un robot qui vérifiait l'équilibre des intercos. Voilà, ce qui est évidemment le point de base quand on fait de la conso. Et donc, vous avez automatisé ce rapprochement des intercos. Tout à fait. Et c'est là la différence justement entre l'expertise métier et les ingénieurs qui développent le robot. Puisque nous, on a détaillé l'ensemble de toutes les tâches et Gilles vient de vous résumer en tant qu'expert métier ce que nous devons faire pour bien comprendre. Nous sommes complètement dépendants de vous pour pouvoir automatiser vos processus. C'est la meilleure démonstration que je pouvais rêver. Merci. Je vais le terminer très rapidement. Ce que fait le robot en tâche par tâche, il fait l'extraction en effet par filiale partenaire, par rubrique comptable. Ensuite,
il a fait tout le tableau de déclaration qui est injecté dans un outil de reporting. Et l'outil de reporting va générer un tableau qui met en regard les déclarations de filiales pour les transactions avec les différentes filiales partenaires et les filiales partenaires pour leurs transactions avant les filiales. Voilà. Et le tableau est téléchargé derrière, ça c'est toujours le robot qui le fait, pour créer 4 tables d'analyse qui vont permettre de mettre en évidence les écarts entre les déclarations de filiales. Voilà. Donc là, on a un robot qui a traité l'ensemble de ces écarts comptables. Je vais passer à un autre cas. Je vais laisser la main à Grégoire qui va vous le présenter. Alors cet autre robot qui était un RPA qui a été demandé par un service comptabilité d'une grande société, l'objectif c'était de traiter des factures sans commande qui arrivaient dans l'outil Use, que vous connaissez probablement, qui a plus que moi, donc l'objectif c'était d'enregistrer ces factures. Ils avaient une grosse équipe qui traitait au jour le jour ces factures, et le gain ETP estimé à l'automatisation de cette tâche est estimé à 10 ETP, ce qui était très très fort. En termes de gestion d'erreurs, effectivement, c'était moins sujet à la gestion d'erreurs qu'on pourrait le penser, mais que c'était un grand groupe. Mais là où il y avait vraiment un gros gain, c'est en productivité, en conformité. En productivité, puisque les robots traitera évidemment des factures beaucoup plus rapidement. Et aussi en conformité, puisque qui dit ETP, dit 10 personnes qui travaillaient dessus à temps plein. 10 personnes travaillent à temps plein dessus, vont travailler chacun un peu de leur manière, vont avoir un peu des écarts d'une personne à l'autre. Et du coup, en centralisant toutes ces pratiques au sein du robot, on a un gain en conformité et une uniformisation de la pratique. Donc, pour décrire un peu précisément ce que fait le robot tâche par tâche, c'est un robot qui va se connecter sur l'outil Use, qui va aller extraire une liste de factures qui est arrivée, une facture sans bon de commande qui est arrivée dans l'outil, et qui va les traiter une à une, et qui va utiliser l'outil Use pour extraire les informations de la facture. Use est un outil d'OCR qui permet de lire les données d'une facture. C'est là aussi qu'on voit un des intérêts du RPA qui se pose en surcouche et qui va exploiter une technologie qui est maîtrisée par un autre outil à ses fins. Et il va utiliser justement cet outil d'OCR qui est derrière précédent l'IA, mais le RPA ne va pas lui-même faire l'OCR, va utiliser l'outil pour récupérer ces informations. En fonction des informations qu'il a extraites, il va pouvoir identifier quel est le fournisseur. Donc ça, c'est là aussi que des règles métiers sont définies. C'est-à-dire qu'il va faire une correspondance entre certains mots-clés qui sont récupérés sur la facture et le fournisseur qui est associé à ces mots-clés. Donc ça, il se base sur un fichier qui s'appelle un fichier de correspondance, une espèce de référentiel, qui est à la main de l'équipe métier et qui peuvent paramétrer. Et une fois le fournisseur défini, il va remplir les champs use et il va enregistrer la facture. Après, il va laisser le processus de validation de la facture, d'analyse à la main du métier pour une vérification. Donc, ce robot était faisabilité, vous pouvez voir qu'elle était faible. Ça a été un gros challenge puisque Use, c'était à la base, c'est un outil, je crois que c'était un outil web, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un outil qui est développé en Flash. Voilà, et là, c'était un outil Flash. Et que le robot ne pouvait pas vraiment interagir proprement de manière native avec cet outil. Et c'est là qu'en fait, là, ça a été un gros challenge. C'est un robot qui identifie chaque élément de l'outil par reconnaissance d'image. Et ça a été réalisé. Alors du coup, c'est une complexité qui est quand même assez moyenne et qui a eu un temps de fabrication de un peu moins de 7 semaines, 6 semaines et demie. Donc là, on est sur des challenges techniques qui peuvent parfois sortir un peu de certains critères d'éligibilité, mais on peut quand même réaliser pour faire ces robots. Exactement. Qui dit faisabilité faible, dit pas impossible. Simplement, là, c'était la partie technique d'une technologie, le Flash, qui est un peu compliqué, qui ne se prête pas vraiment aux parties à la RPA, parce que on a du mal à mettre des sélecteurs. Voilà. Je ne vais pas utiliser le jargon technique qui n'intéresse personne. Sachez qu'il y a plein de technos que le RPA fonctionne très très bien. Flash est juste une des rares où c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas impossible.
Il y a des questions peut-être. Il y a des questions qu'on traitera peut-être à la fin, mais ce que je te propose, parce que comme il est déjà 9h56, Ah oui, mince. et que les experts comptables ont en ce moment un agenda un peu chargé, qui fait qu'il est probable que beaucoup aient des réunions à 10h, c'est que ce troisième projet, qui est un projet cabinet, on passe directement à la vidéo. D'accord. Et comme ça, on commente la vidéo. Voilà, donc pour être très transparent, donc c'est un robot qu'on a mis en place dans mon cabinet avec les équipes de l'Oiseau Rare. Le besoin de base était lié au fait qu'on fait nos payes sur un logiciel qui est Silae et on tient notre comptabilité sur un logiciel qui s'appelle Full. Et les collaborateurs du cabinet vont chercher les OD de paye dans Silae et les importent dans Full. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec le volume que nous avions, c'était des opérations répétitives qui étaient éligibles au RPA. Alors quand je dis qu'on s'en est rendu compte, c'est Jean qui s'en est rendu compte à la fin d'un déjeuner très arrosé que nous avons eu, où nous parlions avec une liberté de parole totale. Et il m'a dit, mais vraiment, t'es un dingue, ça s'automatise, on va le faire. Et donc on l'a fait, et on va vous présenter une nouvelle vidéo qui vous montre ce que le robot fait maintenant dans mon cabinet. Voilà, tu peux peut-être lancer la vidéo, comme ça on la Allez, commente. j'ai lancé. Voilà. Yes. Donc le robot se connecte à Silae. Là, vous reconnaissez l'interface. Donc c'est le logiciel de paye pour ceux qui connaissent pas l'interface Silae. Il se connecte sur Full, qui est le logiciel de comptabilité. Il cherche j'imagine le dossier. Voilà. Tac. Ça c'est l'interface Full. Voilà. Là, il est sur Silae, il prend le sirène du client pour récupérer spécifiquement cette OD, il entre dans le dossier, ce que ferait un collaborateur, enfin ce que faisait le collaborateur avant en fait. Et donc là, il génère l'OD de paye sur Silae, il l'exporte en format Excel, ou format informatique, on va dire. Et ce fichier, il va dans Full, dans le module d'import. Voilà, là on est dans le module d'import. Il sélectionne le fichier qu'il a généré depuis Silae. Voilà, donc là le fichier est en train d'être chargé et ça y est, l'écriture, donc l'OD de paye en l'occurrence, est importée. Et donc ça, c'est ce que fait faisait un collaborateur dans notre cabinet sur les 600 dossiers qu'on a. Et vous voyez là, en quelques secondes, le robot fait l'intégralité de cette manipulation. Il le fait tous les mois, évidemment, pour importer finalement les OD de paye au sein de la comptabilité. Et donc, tu avais évalué les gains qui étaient à 25 jours, c'est ça, 25 jours par an. Donc, c'est 25 jours d'économiser pour des tâches qui en plus sont à faible valeur ajoutée, et avec tous les autres avantages que tu as évoqués sur la conformité. Et voilà, donc un robot qu'on a mis en place dans un cabinet, en l'occurrence le mien, mais sur un besoin vraiment très spécifique qui était j'ai deux logiciels, il faut en fait il n'y a pas de connecteur qui existe aujourd'hui entre Silae et Full. Il faut qu'on arrive à déverser les OD de paye automatiquement tous les mois dans les comptabilités des clients. Je te remercie beaucoup de ta confiance d'ailleurs, parce que de nous dire allez-y, allez-y, amusez-vous. Voilà, nous on adore trouver des nouveaux processus et automatiser, donc on est toujours preneur. Et Gilles a dit si tu trouves quelque chose, présente-le-moi. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai, c'était un challenge et ça a été réussi. On a fait ça il y a un petit moment maintenant, ça fait bien 2 ans qu'on l'a. Ouais. 2 ans. Alors, il est 10h, on peut peut-être très légèrement déborder. Je ne sais pas si vous aviez d'autres slides, les garçons, que Grégoire, Jean, que vous vouliez présenter. On en a d'autres, mais après on rentre dans les détails de comment est-ce qu'on fait un projet, comment est-ce que voilà, c'est vraiment pour expliquer. Voilà, on a nos références clients au cas où vous disiez pour qui travaillent ces gens-là, que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, donc vous avez l'ensemble des références clients. Et après, en fait, c'est d'autres sujets sur lesquels après on rentre dans d'autres détails, mais on peut s'arrêter là, c'est très bien. Est-ce qu'il y a une slide avec vos coordonnées peut-être que tu peux laisser à l'écran? Comme ça, ça répondra aussi à certaines questions que je regarde rapidement.
Alors, on va pas pouvoir répondre à tout. Hein. Il y a des Alors, questions sur le coût de cette démonstration que vous voulez nous faire, le coût que ça, quel coût pour automatiser l'intégration des pays comme ça. Alors, c'est peut-être pas un sujet évident à répondre, ça dépend c'est du cas par cas sans doute. C'est du cas par cas. Après, je pense que c'est important de donner des chiffres aux gens. Ça va dépendre de la complexité de votre processus. C'est pour ça qu'on insiste, hein, qu'on essaie vraiment de vous donner les codes, de vous dire entre faisabilité et complexité, vous pouvez avoir des robots. Plus votre processus est complexe, moins il est faisable, et plus vous avez une technologie qui est compliquée. Voilà, plus vous avez de if dans tous les sens, de conditions, vous allez avoir un robot qui va faire plein de choses, plus ça va prendre de temps de développement et d'analyse. Parce que voilà, à la fin, vous aurez toujours votre résultat, vous aurez votre robot qui va fonctionner, mais ce ne sera pas le même coût. Donc, vous pouvez varier entre un robot qui va vous coûter 15 000 € de développement jusqu'à 60 000. Ça va dépendre. Vraiment, la gamme est large dans ces parties-là. Après, tout est calculé. Comme vraiment leur fil, sur les questions qu'il y en a beaucoup évidemment qui sont liées au coût. Je vois notamment William qui demande, à partir du moment où le robot a déjà été fait chez Gilles, est-ce que tu peux le mettre en place partout? Et Xavier qui demande si plusieurs cabinets demandent le même process, voilà, est-ce qu'on peut avoir des gains sur les coûts? Justement, c'était une des annonces qu'on souhaitait faire avec Cyril et Jean ce matin, c'est que notre idée serait que dans le cadre du club Innovatio, on puisse créer des groupes de travail avec les membres du club Innovatio pour réfléchir ensemble sur des process les plus communs possibles, c'est-à-dire qu'ils puissent concerner le plus de cabinets possible, pour créer des projets mutualisés. Voilà, l'idée c'est parce que les coûts sont quand même importants, hein, et on n'a pas tous des cabinets qui permettent d'amortir ces coûts de développement, que les adhérents du club Innovatio puissent participer à des groupes de travail avec le soutien de l'Oiseau Rare pour définir quels seraient les projets éligibles qui pourraient bénéficier au plus de cabinets possible. Évidemment, plus on sera nombreux, plus on arrivera à trouver un socle commun avec des gains de productivité importants. Et plus on arrivera à avoir des gains sur les coûts de développement, puisqu'on mutualisera cette partie-là. Alors après, pour répondre un peu à la question de William, je ne vais pas répondre à ta place, Jean, mais enfin, quand William dit le robot existe déjà chez Gilles, est-ce qu'on peut le mettre en place dans les autres cabinets? La réponse est oui, mais il y a quand même un coût à chaque fois de réanalyse, parce qu'on n'a pas forcément exactement le même process entre ton cabinet et mon cabinet. Voilà, donc il y a quand même une prestation. C'est pas une licence logicielle que tu peux prendre, quoi. Il y a quand même une prestation de mise en œuvre. Et c'est là-dessus où je pense que les groupes de travail qu'on va créer dans le Club Innovatio, donc je vous invite à adhérer au Club Innovatio si vous êtes intéressé par ça, auront pour objectif de définir aussi peut-être des procédures communes pour pouvoir avoir le même robot, parce que c'est ça en fait la contrainte. C'est si on travaille pas de la même manière, on peut pas avoir le même robot, même si on a le même logiciel à la base, enfin les mêmes logiciels. Donc voilà, c'était une annonce qu'on voulait faire avec Cyril ce matin, c'est on va lancer ça au sein du Club Innovatio. Donc c'est une raison de plus d'y adhérer. Je regarde rapidement les questions. Je vois qu'on n'a pas encore perdu trop de monde. Je ne sais pas, Cyril, si tu as identifié des questions qui seraient pertinentes. Il y a Virginie qui demande est-ce qu'il faut des logiciels de production nouvelle génération comme Full, Loop, etc. ou est-ce qu'un robot peut fonctionner avec des logiciels type Quadratus, SAS? Alors, est-ce qu'il faut forcément que ce soit des logiciels accessibles par navigateur? Parce que le Quadratus, si je ne suis pas un grand spécialiste de Quadratus, mais c'est un logiciel qui fonctionne avec Citrix, avec un applicatif, ce qui est d'ailleurs, et en fait j'ai la réponse puisque c'est le cas de Silae aussi. Donc a priori, si ça marche pour Silae, ça devrait marcher pour Quadratus. Alors, ouais, pour rassurer, hein, le RPA est une technologie qui adore les vieilles technos. Tout ce qui va tourner autour du mainframe, du MVS, les vieilles technos qui sont développées sur du JavaScript, tout ça, c'est hyper stable. Donc, le mantra, le credo du RPA, c'est plus c'est stable, plus c'est éligible, mieux on aime. Donc, voilà. Surtout, tu dis, ah, c'est des vieilles technos, on adore. C'est super cool. Tac. Des questions un peu plus techniques. Il y a quelqu'un qui
qui a étudié le sujet visiblement, qui dit on parle déjà d'une évolution des RPA au travers de l'IPA ou l'hyper-automatisation. Est-ce que ça vous dit quelque chose, sans doute? Ouais. Alors oui, c'est vrai, l'hyper-automatisation. Alors, tout le monde n'est pas au même niveau, hein. L'hyper-automatisation, c'est. Alors là, je trouve que c'est une autre conférence, hein. C'est une autre conférence parce qu'en effet, c'est l'évolution de l'hyper-automatisation. C'est demain, comment est-ce que. Je vais vous donner un petit exemple, hein, mais le sujet est encore plus large que ça. C'est-à-dire que demain, typiquement, vous allez installer un logiciel qui va venir s'installer sur votre PC et qui va analyser toutes vos tâches en permanence, travailler normalement, et il va vous proposer automatiquement des processus qui vont pouvoir être automatisés. Voilà. Et vous allez avoir un autre logiciel qui va vous proposer même directement le flowchart de ce processus-là, qui va être transféré au développeur, qui va vous développer tout de suite le robot. Voilà. Donc là, on rentre déjà dans un système d'hyper-automatisation où vous installez vous-même vos outils d'analyse. Vous ne recherchez plus le processus que vous souhaitez analyser. C'est directement l'hyper-automatisation qui va commencer à vous proposer des choses. Voilà. Ça, c'est un petit exemple de qu'est-ce qui se passe dans le futur dans l'hyper-automatisation, des outils qui sont déjà en place. Alors, il ne faut pas avancer trop vite dans le voyage RPA. Il faut maîtriser sa techno, savoir qu'est-ce qu'on veut en faire et comment il faut l'utiliser avant de se lancer directement dans la grosse machine. Ça, c'est notre recommandation pour le cabinet de conseil. Après, chacun fait comme il veut. Allez, encore une ou deux questions. On essaye d'arrêter à 10h15 grand max. Est-ce que le RPA peut s'appliquer si les données sont hébergées sur des serveurs sécurisés de nos fournisseurs? Ouais. Je ne sais pas si la question est compréhensible pour vous. Ça dépend des accords qui nous sont donnés, en fait. C'est ça. En fait, oui, si vos fournisseurs donnent accès à leur serveur, oui, bien sûr. En fait, on reste toujours sur la même problématique. On est sur une surcouche. Donc, si on a les accès, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, à partir du moment où le RPA peut reproduire ce que fait l'humain, vous pouvez lui dire faites comme si ça. Alors après, vous pouvez avoir des interactions un peu plus natives, un peu plus contournées, mais vous pouvez tout à fait éviter. Après, ça dépendra surtout pas tant du volet technique, mais du volet sécurité et politique de sécurité que vous avez au sein de vos sociétés. Ok. Le club innovation est-il réservé aux experts comptables Île-de-France? Eh ben, écoute, Claude, j'en ai aucune idée. Sur le principe, on est ouvert, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un blocage administratif. Essaye d'adhérer, Claude, et si ça fonctionne pas, tu m'envoies un message. Valérie, pareil, hein, je sais que tu n'es pas francilienne. Donc, Valérie, Claude, essayez d'adhérer. Si ça bug, vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux. Claire me confirme que c'est ouvert à tout le monde. Donc merci Claire, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous pouvez adhérer, Claude, Valérie et Marilyn. Donc il y a un paquet de noms franciliens ce matin, c'est top. Allez, petite question peut-être pour Cyril, celle-ci, quelle est la différence entre les API et le RPA? Est-ce que c'est complémentaire? Tu veux la prendre, Cyril, ou tu veux que je la prenne? Les API, pour moi, ce sont des liaisons entre différents outils, alors que le RPA, c'est vraiment une tâche qu'on va réaliser. Donc, effectivement, c'est des choses complémentaires. Je pense que c'est des choses différentes, mais complémentaires. Mais Jean, tu peux sans doute… Mais on va compléter. Vas-y, Grégoire. En fait, le système d'API, c'est une interface d'application. Je n'ai plus le terme exact. Mais bon, en tout cas, c'est une manière de pouvoir interagir avec une application au travers interagir directement avec des bases de données. C'est deux choses qui ne sont ni en opposition avec le RPA, ce sont deux choses très différentes. Mais pour pouvoir compléter ce qui a été dit, c'est que le RPA peut interagir avec des API et faire des requêtes HTTPS, faire des requêtes API et interroger une API, que ce soit pour pousser des données ou pour récupérer des données. Ça, c'est tout à fait possible. On peut s'inscrire là-dedans et un RPA peut aller interagir avec l'interface de l'application, mais aussi avec l'API s'il a les accès, bien entendu. Et on a plusieurs processus qui tournent justement avec des API. On est assez content d'aller vers des API parce que quand on passe par API, ça nous évite de passer par l'interface applicative directe. Et dans ce cas-là, en fait, notre robot gagne du temps en vitesse de travail, tout simplement.
Ouais. Et je dis, pour répondre à Marilyn, c'est sûr qu'aujourd'hui, un logiciel comme Full a pas mal de connecteurs. Alors, ce qu'on appelle API, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, un connecteur et un API, une API voilà, avec d'autres logiciels. Là, en l'occurrence, Full et Silay n'ont pas de connecteur. Voilà, donc le RPA est à ce moment-là une solution un peu de substitution. Donc, pour répondre à ta question, c'est complémentaire. En fait, en fonction de l'écosystème que tu as créé dans ton cabinet, tu peux relier des logiciels soit par API si c'est possible, s'il y a des connecteurs qui existent, soit avec des RPA comme on l'a fait chez nous. On va arriver vraiment à la limite de la limite dans les questions. Après, ouais, c'est vraiment technique. Ce Il y que je avait vous des propose, questions, est-ce qu'on peut faire soi-même? Voilà, est-ce qu'il y a peut-être des cas simples qu'on peut envisager de développer par soi-même ou c'est difficilement envisageable? Non. Il y a des choses, des choses simples que vous pouvez très bien faire vous-même. Bien au contraire. Alors, alors, moi, je vais vous parler du UiPath parce que c'est celle que je recommande. Donc, voilà. Sur UiPath, l'éditeur est bon parce que il va vous proposer plusieurs solutions. Mais entre autres, vous avez une solution qui s'appelle Studio X, une partie Studio, que nous, on utilise côté développeur, vraiment, c'est notre métier RPA. La partie Studio X, si vous voulez commencer à développer des premiers robots, vous pouvez télécharger. En plus, il y a une community pour commencer à apprendre à travailler dessus et il fait des cours en ligne qui sont très bien. Donc, vous pouvez utiliser ça. Vous allez pouvoir travailler avec toute la partie Excel, tout votre back-office pour automatiser vos premiers robots en travaillant avec le Studio X. Vous pouvez aussi commencer sur du Studio. Il vous faut des notions d'algorithmie. Si vous n'en avez pas, ça va être compliqué. Mais en tout cas, sur le Studio X, vous allez pouvoir commencer à faire des premiers robots et commencer à regarder. La limite, c'est l'algorithmie quand vous voulez commencer à faire des robots plus complexes. Mais vous pouvez tout à fait c'est par vous-même. ce que je vous propose, les amis, parce que là, on arrive vraiment au bout de la limite de ce que la dignité humaine nous autorise en termes de dépassement horaire. Donc, je vous propose qu'on clôture. Il y a plein de questions. On va toutes les enregistrer et on essaiera de répondre à celles qui n'ont pas été traitées. Et voilà, je pense que vous avez les coordonnées de tout le monde, que ce soit Jean, n'hésitez pas à les contacter. Enfin, Jean et Grégoire, n'hésitez pas à les contacter sur l'oiseau rare. Et puis, bon, Cyril et moi, je pense Ouais, qu'on sur peut LinkedIn, sur LinkedIn, si vous ne le trouvez pas, vous trouvez ça plus compliqué de passer. Là, c'est le mail qui nous a été mis par la direction de la communication chez nous. Sur LinkedIn, on est aussi tout à fait disponible sans aucun problème. Génial. Bah, merci, les Merci. garçons. Cyril, je te Ouais, laisse c'était clôturer. passionnant. Merci beaucoup. Ouais, c'était passionnant. Hein, on le savait. Merci. Et puis, on est amené à se revoir du coup, puisque effectivement, on va sans doute remettre sur la table ce sujet au travers d'ateliers au sein du club. Donc voilà, l'adhésion, vous avez encore quelques jours pour bénéficier de cette offre avec un tarif préférentiel. Et puis à très bientôt à tout le monde. Il y aura notamment un afterwork qui est prévu fin mai. Voilà, vous avez tout le programme sur le site de l'ordre. À très bientôt à tous. Merci, bonne journée et bon week-end d'avance à tous. Au revoir. Merci Bonne journée, beaucoup. merci. Bonne journée, au revoir.